passé une journée à Hambourg, vraiment 24 heures. En fait, qui était une étape pour aller jusqu'à Amsterdam, où nous sommes restés 3 jours. 3-4 jours aussi, ouais. Ouais. Toi t'es resté 3 jours et toi 4 jours. Ouais. Moi ça a été le premier repas du soir qu'on a fait en arrivant à Copenhague. On s'est vite rendu compte que la nourriture était extrêmement chère. Ouais, et on a eu beaucoup de chance de trouver un endroit où on a pu manger pour un prix abordable. On a pu manger un buffet à volonté vegan. Ouais. Avec vraiment des choses tellement super bonnes. Enfin, le buffet, il était genre juste trop beau. Il y avait vraiment énormément de choix et des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et moi, j'adore découvrir ce que je connais pas, donc j'étais ravie. Et c'était pour l'équivalent de 15 €. Ouais. Donc clairement, c'est pété bide. Ouais. Ensuite, c'était, il y a eu un spectacle de clown dans le parc, toujours à Copenhague, dans les jardins royaux. On est tombé dessus totalement par hasard comme ça et c'était en danois. Il y avait des parties en anglais ou en allemand, je sais plus. Mais les deux. Voilà, mais c'était vraiment très drôle parce que c'était un peu un spectacle de clown, du coup on n'avait pas besoin de... Enfin même si on comprenait pas la langue, on comprenait l'essentiel gestes, donc c'était pas... l'essentiel du comique. Moi le dernier jour, non pas le dernier jour, peut-être l'avant-dernier jour, je suis montée tout en haut de l'église de Notre Sauveur, qui est dans le quartier de Christiania. Je suis allée toute seule parce que toi t'étais toute cassée. Oui, moi j'avais mal au dos. Je suis montée vraiment tout en haut du pic et c'était clairement horrible. Mais au final, maintenant quand j'y repense, c'était... ouais. Tu t'es dépassée un peu. Ouais, c'est ça, enfin, c'était juste... c'est une expérience forte, c'était juste tellement intense. Enfin, ouais. C'est les gens qui moi je me souviens aussi du moment où en fait j'ai été impressionnée de voir qu'on pouvait se baigner en plein Copenhague et il y avait une sorte de petit ponton, enfin une sorte de plongeoir un peu grand et du coup j'ai bien aimé nager et on a pu se baigner dans le canal de Copenhague. Parce que l'eau est extrêmement propre à Copenhague. Ouais, c'était super cool. Moi, un autre de mes souvenirs que j'aime beaucoup, c'est quand on se baladait le soir, il y avait un musicien qui jouait de la guitare et on s'arrêtait tout simplement pour écouter la musique. Au final, moi, je dirais que Copenhague c'est la ville que j'ai préférée. Ouais, moi aussi clairement. Parce que c'était vraiment une ambiance à part et par le temps aussi, par le climat, enfin il faisait très très chaud contrairement à ce qu'on pensait. Ouais. Et mais il n'y avait pas de soleil, le ciel était très blanc et du coup on n'était pas du tout assommé par le soleil, on pouvait vraiment faire des choses toute la journée. Et il faisait bon et ouais, il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment... Ouais, il y avait vraiment une bonne ambiance. Je trouve que Copenhague c'est la ville qui nous a le plus dépaysagé finalement. Ouais. À Hambourg. Ah, Hambourg c'était bien. C'était très chouette. Et je pense que le fait qu'on ait eu notre couchsurfing a grandement participé à rendre cette ville cool. Ouais, parce qu'en fait, pendant ces 24 heures qu'on avait à Hambourg, on a vraiment pu en profiter un maximum parce qu'on avait ce local qui habitait là et qui nous a fait vraiment un circuit complet de toute la ville avec une fête à la fin. C'était vraiment un truc génial. En fait, Hambourg, c'était juste une ville étape, donc on n'avait rien prévu. À Hambourg à visiter ou quoi que ce soit, on s'était dit oui bon on verra ce qu'on fait tout ça et le fait qu'on était avec ce gars, lui il nous a vraiment pris en main entre guillemets, il nous a montré tous les endroits qu'il fallait. En plus moi vu que j'étais avec lui en vélo, j'avais un vélo que je pouvais prendre parce que lui il avait la carte des locaux, il nous a montré vraiment tous les bons plans et partout où est-ce qu'il fallait passer, ce qui nous intéressait, il faisait vraiment en fonction de nous. J'arrive pas à retenir genre un bon moment de Hambourg parce que c'était vraiment clairement juste 24 heures en accéléré. Ouais, et la fête le soir c'était génial. J'ai l'impression que tout était un peu génial. Moi j'étais en auberge de jeunesse à Hambourg. Ah ouais, voilà. Et j'ai découvert ça aussi et c'était vraiment super chouette parce que du coup j'ai rencontré des gens du monde entier, des gens avec qui j'ai tout de suite bien accroché et du coup on est tous allés faire la fête ensemble le soir. Enfin, ça m'a permis de découvrir ce concept là aussi que je connaissais pas. Ouais. Mais c'était cool parce que c'était un peu complémentaire, c'est-à-dire que moi ça m'arrangeait de pouvoir laisser mes affaires chez Juliette dans son auberge de jeunesse parce que c'était en centre-ville, alors que moi j'étais un peu plus... j'étais quand même à 10 minutes en vélo vraiment du centre quoi. Donc et en même temps
pour le plan, on a été avec mon surfing et on a ramené aussi, on y a été tous ensemble avec les amis de Juliette aussi. Enfin voilà, donc c'était cool. Ouais, c'était vraiment chouette. Amsterdam, c'est peut-être la ville que j'ai moins aimée. Ouais. Enfin, j'ai aimé, mais j'ai l'impression que c'était pas ouf. Parce que. Par rapport avec ce qu'on avait vécu avant, c'était. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu grand chose au final. Ouais. Quand j'essaie de me rappeler les choses qu'on a vues, je me dis, on a vu les canaux. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. La balade en bateau au coucher du soleil, c'était vraiment le truc qui était super bien. Ouais, c'est vrai. Qui était magnifique, voilà, ça y a rien à dire. Le Vondelpark, c'était chouette. Donc c'est le plus grand parc d'Amsterdam. Il y a pas mal de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde, mais c'est normal, on était un dimanche, il faisait beau, ça participe à l'ambiance du truc. Ouais, mais en même temps, on pouvait bien se poser. De toute façon, il faisait tellement chaud qu'on avait juste envie de se poser. Mais... Ouais, on s'est posé au bord d'un petit ruisseau et on était bien. Au niveau de l'organisation, c'est sûr qu'on s'est pris beaucoup trop tard en fait, parce que clairement. On avait le bac, donc c'était l'année du bac et on voulait faire ça comme un voyage post-bac quoi. Sauf que c'était vraiment. Sauf que l'organisation ne devait pas être post-bac, c'était vraiment très bac. On aurait dû gérer, enfin on ne pouvait pas, mais on aurait dû gérer l'organisation du voyage en même temps que l'organisation du bac et c'était compliqué à faire. Ouais, de prendre du temps de se voir alors que moi j'étais à Limoges, j'étais en élection. Donc forcément toujours. Ouais, on a eu du mal à trouver du temps pour s'organiser. Et donc on s'y est pris trop tard et donc finalement on n'a pas pu avoir tout comme on voulait. Par exemple au niveau des trains, il n'y avait plus de disponibilité alors qu'on imaginait que nous que c'était bon, tout allait rouler sur toutes les roulettes. Sauf autre chose aussi c'est qu'on n'était pas d'accord sur les moyens d'hébergement. Et sur les destinations aussi au départ. Et du coup... Mais bon on a réussi à trouver... Bah du coup oui en fait on avait... C'est pas qu'on était... Enfin c'est qu'on n'avait pas les mêmes envies en fait. Du coup, nos envies n'étaient pas compatibles. Du coup, on savait pas comment faire, en fait, moi je voyais plutôt ça comme ça. Toi, tes envies étaient légitimes, mais les miennes en même temps aussi. Donc on savait pas trop comment gérer. Donc au final, on s'est dit, chacun fait ce dont il a envie. Ouais, parce que du coup, on était toutes les deux sur nos positions. Et c'est ça en fait, chaque personne était prête à laisser tomber ses positions. Et du coup, c'était compliqué à gérer parce qu'on voulait pas en partir toutes les deux, mais en même temps, on n'avait pas la même vision du voyage. C'est ça. Donc c'est aussi les choses qu'on apprend. Finalement, on a réussi à trouver un compromis, c'est-à-dire que le soir pour l'hébergement, vu que c'était principalement sur ce point-là qu'on n'était pas d'accord, chacun dormait de la façon dont il avait envie de dormir. Et puis ça nous permettait justement de prendre un peu de recul et de vivre un peu aussi de notre côté, de rencontrer d'autres gens. Du coup, moi, ce que j'avais beaucoup aimé à Copenhague, du coup, c'est que toi, t'étais plus loin. Du coup, même si on se réveillait à la même heure, moi, vu que j'étais plus près du centre, je pouvais aller explorer la ville plus tôt. Et du coup, par toi-même un peu. Ouais, j'aime bien découvrir toute seule aussi. Et puis après, on se retrouvait plus tard. Au final, c'était pas du tout dérangeant de pas dormir au même endroit, quoi. Ensuite, on a raté notre train de Hambourg à Amsterdam. Ouais, je regarde pas un très bon souvenir. Au final, ça s'est bien arrangé. Oui, ça s'est bien arrangé. Parce que du coup, là était l'avantage du pass Interrail, c'est qu'on a pu prendre le train d'après sans payer de frais supplémentaires. Voilà, on a juste perdu les frais de réservation. Oui, on avait payé du coup pour le train d'avant, mais c'était pas... à Amsterdam, on n'a pas pu voir la maison Anne Frank, toujours pour une question d'organisation, parce qu'on s'est dit que c'est bon, c'était évident. On ferait les réservations au dernier moment, et puis il n'y avait plus de place depuis longtemps, donc on n'a pas pu le faire. Donc Amsterdam, faut vraiment tout réserver. Ouais, super. Que ce soit les transports pour y aller, les visites sur place, parce que c'est vraiment hyper touristique, c'est une des villes les plus touristiques d'Europe. L'hébergement, tout. Et donc tout est très cher, il faut tout réserver à l'avance, surtout en période estivale. Et puis moi, le musée Van Gogh, c'est personnel, mais c'est que j'en attendais beaucoup. Parce que j'aime beaucoup et du coup je m'attendais à voir beaucoup d'œuvres et à ce que ce soit un chouette musée. En fait, c'était un grand musée, un peu vide et très cher. Donc au final, pas ouf. Et autre point du coup
négatifs sur le service de réservation Interrail. Mais bon, c'était un peu de notre faute aussi parce que on pensait que... Mais enfin, c'est quand même pas trop de notre faute parce qu'il y a un manque d'informations. Enfin, c'est pas assez clair en fait, leur site. Et puis moi, sur mon ordinateur, je n'ai pas pu, ça ne marchait pas. Oui. Alors je ne sais pas si c'était un problème de mon ordinateur ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas pu faire les réservations parce que ça ne marchait pas. Vraiment, le site, ça m'a fait péter des câbles. Clairement, le site, à partir de l'été, il était complètement surchargé et pas du tout en mesure d'accueillir le nombre de demandes pour faire des réservations. Enfin, pour être sûr d'avoir des réservations et les trains qui sont en réservation obligatoire, on était obligé de les acheter. Au final, le pass, on l'a acheté 200 €, on a dû rajouter 100 € de réservation. Du coup, on faisait vraiment tout dernier moment, l'hébergement, les trains. Ah oui, c'était plus possible, il n'y avait pas de train. Voilà, surtout les trains pour aller à Amsterdam étaient tous complets, donc il a fallu faire des magouilles entre passer par là à tel moment et tel truc et machin. Le temps que tu fasses ton truc, tu sélectionnes, on te dit ça marche pas, recommence, tu recommences. J'ai passé des heures et des heures et des heures à essayer de réserver mais des déjà trains. je pouvais même pas accéder au truc de réservation alors que j'avais fait mon compte, c'est pareil, j'avais dû le faire 3-4 fois pour que ça marche. Et je pense qu'on aurait Interrail c'est peut-être mieux pour les gens qui justement ne vont pas trop sur le site réservé et font un peu clairement, au feeling quoi. Pour faire vraiment un voyage Interrail comme c'est connu, c'est-à-dire de faire vraiment plusieurs villes dans un pays. Et au fur et à mesure, voilà. En fait il faut peut-être plus de temps et pas trop le... En fait c'est pas un truc qui se réserve à l'avance alors. Même si... Pour certains trucs mais... Ouais c'est compliqué quand même. Clairement, le lendemain de soirée, si t'as un train à 7h, tu te trouves pas sûr. Quand vous voyagez beaucoup et que vous marchez, ne prenez pas des sandales, prenez des baskets. Si vous prenez des sandales, même si vos sandales ne vous font pas mal aux pieds, à la fin de la journée, c'est votre dos qui va morfler. En fait, il faut vraiment bien prendre le temps de bien tout lire au niveau du profil de la personne. C'est-à-dire vraiment, il faut vraiment tout lire et regarder notamment tous les commentaires. Parce que des fois, il peut y avoir des commentaires négatifs qui soient pas écrits avec la vignette négatif et qu'il faille voir un peu plus dans les détails des commentaires, on va dire. Mais bon, en général, si on regarde les commentaires et qu'on voit une centaine de commentaires positifs et pas de commentaires qui sont apparemment négatifs, on sait que c'est quand même fiable comme système. Donc il faut quand même faire gaffe si on est une fille et qu'on est toute seule, soit bien lire les commentaires et voir que c'est quelqu'un de cool, et dans ce cas là on peut aller chez un gars sans souci. C'est ce qui s'est passé à Hambourg. Et et à Copenhague aussi, c'était des gars, mais surtout celui de Hambourg, il était vraiment, nous a vraiment fait guide en fait, et donc ça s'est vraiment bien passé. Ou alors aller plutôt chez des couples ou des filles. Donc voilà, donc il faut quand même pas non plus avoir peur d'aller chez des gars parce que ça peut très bien se passer. Il faut juste essayer de bien cerner la personne chez qui on va et poser des questions. Poser des questions et essayer de rentrer en contact avant avec la personne pour voir un peu comment elle est et suivre son intuition. En plus, c'est de l'échange, il faut aussi passer du temps avec cette personne. En fait, quand tu fais du couchsurfing, tu payes rien, mais tu t'engages à partager du temps avec elle. C'est pas juste un hôtel justement. Vraiment l'échange il se fait là, et c'est-à-dire que tu dois être un minimum ouvert et parler avec cette personne. Moi je préférais dormir en Airbnb parce que c'était plus proche du centre, où j'avais ma chambre privée. Moi je préfère je préfère la sécurité, la sécurité parce que je suis très stressée et du coup j'aime avoir le côté carré un peu de savoir où je vais dormir, chez qui, du cadre, que j'ai ma chambre qui ressemble à ça, que je peux réserver, que tu peux y aller quand tu veux, sortir quand tu veux. Tu dépends de personne en fait. Vous pouvez plus être tranquille en fait parce que vu que vous payez, c'est comme un hôtel sauf que vous êtes chez l'habitant, donc vous avez quand même un peu... Si, ça dépend des personnes, vous pouvez avoir des conseils de l'habitant ou pas, ça dépend vraiment. Il n'y a pas forcément... pas forcément de lien avec la personne. Mais ça se peut quand même. Oui, moi je préfère les Airbnb où il y a vraiment des choses. Enfin, la dame qui m'a accueillie à Copenhague, elle était très gentille et j'ai pas mal échangé avec elle. Et c'était sympa, mais j'ai eu des expériences à Airbnb où la personne clairement te donnait juste les clés et te disait démerde-toi, la chambre elle est là quoi. Ou alors la troisième option qui est The Bage Jeunesse. Ah ouais, ça c'est bien. Ça dépend vraiment des villes. Moi du coup j'ai testé qu'une fois à Hambourg et c'était du coup le Moderator. Et enfin c'est une grosse structure qui est dans plusieurs villes en Europe.
Et j'en étais très contente parce que c'était vraiment sécuritaire, très clean. Et c'était bien fait, c'était pas très cher. Et j'ai rencontré plein de gens sympas là-bas, donc clairement, le Bergena c'est clairement un truc que je vais refaire. Je pense que je referai à coup sûr dans d'autres voyages. C'est vraiment très enrichissant. Je pense que l'auberge de neige c'est la bonne alternative entre le Airbnb et le couchsurfing. Niveau transport, les bons plans qu'on puisse donner en bourg, le bateau qui est au même prix qu'un bus. Ouais, en fait c'est pour aller d'un quartier à un autre, tu peux prendre le bateau, enfin pas tous les bateaux, mais les bateaux navettes en fait. Ouais, mais après sinon on a beaucoup marché. Ouais. Parce que marcher en fait ça permet de bien visiter, de prendre le temps de clairement les choses. Et quand tu sais pas trop où tu vas, c'est mieux de marcher que d'aller à vélo je pense. Ouais, juste le fait de marcher en fait, bah tu marches où tu veux et puis tu découvres la ville comme ça quoi. C'est ça. T'es C'est peut-être plus libre que si t'as un truc où tu dois prendre le bus, où tu dois descendre à telle station, machin, là t'es juste libre en fait de faire ce que tu veux de tes pieds et c'est gratuit, c'est tout quoi. Ouais. Donc, la marche, c'est génial. La marche c'est génial. Au niveau des bons plans qu'on puisse donner à Copenhague, tout est très cher. Surtout le café. Donc clairement. C'est pas trop un bon plan justement. On va se passer de café pendant quelques temps parce que clairement un cappuccino j'ai dû payer 6 €. 6 €. 6 € le café. Voilà. Et c'est partout comme ça. Hein. Oui, un expresso c'est 4-5 €. Et du coup, ce qu'on en est venu à faire c'était de se faire un petit déjeuner. Moi j'avais un Lidl près de mon Airbnb, donc j'achetais des croissants et des briques de jus là-bas et on se faisait un petit déjeuner comme ça parce que ça revenait beaucoup moins cher. Le bon plan Amsterdam. Ouais, le bon plan Amsterdam. Il y a une sorte, c'est comme un peu des halles avec plein de restaurants, mais ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en France, c'est-à-dire que c'est que des jeunes, c'est vraiment une ambiance. Et c'est que des petits, pas des stands, mais c'est un truc permanent, où c'est que des petits trucs avec des trucs à emporter. Et du coup, des sortes de petits tapas en fait, on peut manger un peu partout. Et il y a vraiment une bonne ambiance, c'est très convivial et c'est joli à regarder. Ça a été fait pour que ce soit. Pour que ce soit sympa quoi. Et juste à côté en fait, si vous tapez, je crois que c'est Djalen ou un truc comme ça, c'est les halles à Amsterdam quoi. Et donc dans ce quartier là, juste en sortant des halles, il y a un truc de glace qui est très sympa. Je sais plus si c'est vegan ou pas, mais si c'était vegan aussi. Et c'était super bon, c'était des glaces. C'était pas très cher et c'était vraiment super bon. Ouais. Meilleure glace best ever. Vraiment. Et juste au de l'autre côté, il y avait les frites et pareil. Frites très bonnes aussi et pas cher. Pas trop cher. Enfin, quand on dit pas cher, c'est pour là-bas quoi. Ouais, mais même c'était pas. C'était 4 € je crois. Ouais. Et dans les pays du Nord, c'est beaucoup plus facile de trouver des trucs végés et vegan et tout ça. Ils sont vachement plus écolos et ouais, c'est vraiment plus facile. Moi je suis pas végétarienne, mais j'aime bien manger la nourriture végétarienne parce que c'est bon tout simplement. Et il y en a beaucoup. Au niveau de l'organisation, bien s'y prendre à l'avance, essayer de prévoir, surtout pour le transport. Ne pas négliger les coûts du transport, parce que du coup le transport c'est souvent le plus gros budget, surtout quand vous faites du couchsurfing. Après si vous avez l'hébergement ça peut coûter cher aussi. Clairement si on veut partir avec Interrail, il faut s'y prendre à l'avance. Très à l'avance. Avant que le site soit bondé en fait. Le voyage en lui-même, forcément on retient pas mal de choses négatives, mais dans son ensemble le voyage on ne retient pas comme négatif. C'est toujours une expérience enrichissante et c'est toujours des bons moments passés. En fait il faut bien définir avant vos envies du voyage et pas se laisser influencer entre guillemets par l'autre au risque après de le faire subir en fait. Oui c'est ça, il faut le mettre bien au clair avant le voyage. Moi j'attends ça et ça et ça de ce voyage et puis voilà. Oser dire ce qu'on veut pour pas après le faire subir à l'autre parce que finalement on veut pas quoi. C'est pas parce que vous partez à deux ou à plusieurs que vous n'avez pas des moments où vous pouvez voyager par vous-même. Faut pas avoir peur de quitter le groupe et de faire son truc seul en fait. À partir du moment où tu te retrouves après avec les autres, des fois ça fait du bien aussi de prendre une pause de l'autre et pas d'être constamment collé. Et puis comme ça après on a des points à se raconter ou des trucs. Ça m'a fait permettre de voir que justement quand on est deux, parce qu'en fait il faut tenir compte des choix de l'autre mais aussi tenir compte de ses propres choix.
Et ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas évident que l'autre pense comme toi. Et c'était pas évident de trouver des compromis quand on est deux. Et c'est quelque chose qu'on néglige un peu souvent et qu'on se dit oui bon on va toujours finir par s'arranger. Mais si finalement les deux tiennent vraiment à leurs envies quoi. Ouais, c'est compliqué. Ça m'a appris à gérer ça. Découvrir des choses en étant vraiment libre, de faire ce que tu veux, d'être vraiment tout seul, de découvrir quelque chose tout seul. C'est vraiment différent que de découvrir avec ta famille ou... Là t'es vraiment genre t'as envie de manger ça, tu vas manger ça, et t'as envie de voir ça, tu vas voir ça, t'as envie de te lever tôt, tu vas te lever tôt, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est une autonomie à double tranchant, c'est-à-dire que c'est génial parce que tu découvres vraiment la liberté de vraiment faire ce que tu veux et de vraiment d'être libre, de bouger comme tu veux et vraiment de faire ce que tu veux. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que tu es responsable de toi-même, c'est-à-dire que si tu ne fais pas quelque chose, personne ne le fera pour toi. Ouais. Si tu oublies un truc, si tu prends pas ta réservation, si tu oublies tes affaires chez toi, enfin il n'y a personne pour te rappeler qu'il faut que tu fasses. Donc c'est vraiment une prise en main et là, tu deviens responsable quoi. Et ça permet aussi de te rendre compte de quoi tu es capable. Après quand t'as fini, tu sais que c'est bon, tu peux voyager seul, ça te pose pas... Enfin, au début ça peut faire peur, mais après une fois que tu l'as fait, ça t'ouvre des portes. Ouais. Moi je pense que j'ai découvert ça aussi, le fait que j'aime partir à deux. Mais maintenant j'ai vraiment envie de partir toute seule aussi quoi. Parce que je me dis ouais j'en suis capable. Et c'est parti quoi. Et voyager seule c'est vraiment génial. Ça me fait plus peur de partir toute seule. Oui, clairement. Juste déjà pour le côté financier, on va pas se mentir. Oui. On a eu une bourse chacune de 250 € pour ce voyage. Et clairement c'est pas négligeable parce qu'on avait un budget entre 800 et 1000 € au final. Enfin moins plus parce que j'avais le ça nous a quand même coûté très cher. Et du coup forcément les voyages ça coûte cher, surtout dans les pays européens. Mais du coup avoir cette bourse de 250 € c'était pas négligeable. Ça a payé quand même pratiquement toute la nourriture. C'est-à-dire que ça apporte plus de bénéfices que de contraintes quoi. Oui. Parce que le fait de préparer un dossier à l'avance, on peut peut-être se dire ouais c'est chiant, c'est long à faire et tout, mais au final après t'as ton dossier où t'as tout déjà marqué, tu sais que... Ouais, en fait c'est pas vraiment une contrainte, ça te force à te renseigner pour dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette ville. Voilà, et en fait ça t'aide au final, parce que comme ça quand t'arrives là-bas, t'as déjà des clés de ce que tu veux faire et tu sais ce que tu veux faire, donc faut pas le voir comme une contrainte quoi, faut le voir comme l'organisation de ton voyage quoi. Ouais. C'est juste l'organisation de ton voyage que tu dois partager avec l'organisme pour qu'il voit si justement ça tient la route ou pas. Puis après tu as juste un témoignage à faire pour partager l'expérience, pour justement en faire profiter d'autres gens, les faire connaître et puis que les gens voient que c'est possible et que ça se passe bien. Un dernier mot. Voyager c'est cool. Ouais, voyager. Oser partir. Yes.